Bienvenue dans cette cellule de captation vidéo au cours de laquelle je vais vous parler de variabilité, comment la caractériser, la quantifier et comment choisir les variables influentes sur une problématique de modélisation par exemple. Je suis Thomas Larard, enseignant-chercheur à l'INSA de Toulouse et je travaille au laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions à Toulouse. La problématique que nous allons adresser est celle des incertitudes qui sont associées aux ouvrages de génie civil et à leur durée de vie. Ces incertitudes peuvent être d'origine naturelle, comme par exemple tout ce qui est relatif aux propriétés des matériaux. Il peut s'agir de propriétés relatives à leur comportement mécanique, module Young, coefficient de Poisson, à leur composition chimique, par exemple la teneur en portlandite d'un matériau cimentaire dont on sait qu'elle va conditionner la durée de vie. Cette incertitude, elle va aussi se retrouver sur l'environnement dans lequel évolue la structure et les sollicitations auxquelles cette structure est exposée. Notamment, on peut considérer les incertitudes climatiques qui vont donner les évolutions de température et d'humidité relative dont on sait qu'elles ont une influence significative sur la durabilité des ouvrages de génie civil. Vous avez d'autres sollicitations liées au chargement mécanique, donc par exemple une incertitude liée au comportement géologique, au séisme par exemple, qui vont là aussi affecter fortement la durée de vie des ouvrages. Vous avez également des incertitudes de conception et de réalisation, comme illustré sur la photo adjacente, où l'on voit l'effondrement du hall Roissy-2E à Roissy, qui était lié précisément à ce type d'incertitude qui avait été mal prise en compte lors de la réalisation du dimensionnement de l'ouvrage. Et puis vous avez d'autres incertitudes qui peuvent être éventuellement plus compliquées à prendre en considération, qui sont les incertitudes liées au modèle. Un modèle est par définition toujours une simplification de la réalité, il est donc toujours faux. À nous de choisir un modèle adapté à l'utilisation qu'on veut en faire pour limiter cette erreur. Et eh bien, cette erreur de modèle, il est parfois possible de la prendre en considération dans la propagation des incertitudes. Nous allons, au cours de cette présentation, plutôt nous focaliser sur l'incertitude des données, et en particulier les données qui vont servir d'entrée au modèle. Et ces données, nous allons les modéliser comme étant des variables aléatoires. Donc je vais organiser cette présentation en deux points successifs. Tout d'abord, nous allons voir comment quantifier et caractériser la variabilité de ces données, en particulier en prenant en compte la construction d'une loi de probabilité. Et dans un second temps, nous verrons la problématique qui consiste à éventuellement réduire la prise en compte de ces incertitudes, notamment par rapport à un modèle donné, savoir de quel données d'entrée, je dois prendre en compte la variabilité et desquelles je pourrais éventuellement me passer. En ce qui concerne les données, la première étape est toujours d'en recueillir le maximum possible, la plupart du temps via une campagne expérimentale. En illustration ici, des résistances à la compression d'échantillons de béton à la sortie d'une usine de préfabrication. Tous ces échantillons ont été réalisés avec la même formulation de béton, et pourtant, on constate, à travers ces 93 observations de résistance mécanique, une dispersion des résultats assez significative, puisqu'on va de 56 à 82 mégapascales. À partir de ces observations, on va pouvoir proposer une loi statistique pour décrire cette variabilité. Alors, plusieurs lois de probabilité seraient envisageables. À nous de vérifier, à travers notamment un test de conformité, par exemple, que la loi choisie est satisfaisante. À savoir et à garder en tête au cours de toute la présentation, d'une manière générale, que à chaque fois qu'on va utiliser des méthodes mathématiques ou des modèles statistiques, il est de notre devoir, en tant que physicien, mécanicien, ingénieur civil, de garder en tête et de vérifier la validité physique des outils que l'on utilise, puisque les modèles statistiques ou mathématiques ne contiennent plus de physique. La physique, ça va être à nous, utilisateurs, de la remettre au centre des outils qu'on utilise en vérifiant leur validité et la cohérence des résultats obtenus. Donc c'est là aussi ce qu'on va faire lorsque, par exemple, on va choisir une loi pour décrire la variabilité des grandeurs. Alors,
plusieurs façons de procéder sur cette étape-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces approches, mais on peut considérer les paramètres des lois qu'on va proposer comme étant déterministes. On parlera dans ce cas-là d'inférence statistique, ou on peut eux-mêmes les décrire par des probabilités, et dans ce cas-là, on parlera d'inférence bayésienne. Je vais, pour ma part, me focaliser sur les inférences statistiques. À titre d'illustration, sur les données que l'on a vues précédemment, donc les résistances en compression en sortie d'usine de préfabrication, eh ben on voit que selon le domaine de variation avec lequel on va vouloir travailler, plusieurs lois peuvent être envisagées, et les tests de conformité ne vont pas forcément nous donner la même loi selon l'intervalle de travail. Là encore, c'est au rôle du physicien de faire le choix qui lui semblera le plus adapté par rapport à l'utilisation qu'il veut faire de ce modèle. Une fois ces lois identifiées pour les différentes grandeurs d'entrée que vous pouvez avoir dans un modèle, la façon la plus simple de propager la variabilité, c'est de faire, par exemple, des simulations de Monte-Carlo qui vont vous permettre de réaliser plusieurs tirages et d'obtenir une probabilité en sortie de modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous prenez en compte de variabilité d'entrée, plus il va être compliqué d'obtenir des informations sur la sortie de votre modèle. La question que l'on peut se poser à présent, c'est comment gérer toutes ces variabilités. Est-ce que je dois forcément toutes les prendre en compte? Est-ce que je peux en choisir certaines? Et donc, sur ce tri des variabilités à considérer dans le modèle, il y a plusieurs façons de procéder. Première étape que je vous propose, une façon de procéder lorsqu'on dispose d'une base de données expérimentale. L'exemple que je prends est tiré du projet ANR Applet, au cours duquel la réalisation de plusieurs ouvrages de génie civil ont été suivis, le tunnel de la 86 et un viaduc près de Compiègne, comme illustré sur les photos. Au cours de ces deux chantiers, plein d'éprouvettes ont été réalisées et plusieurs essais ont été réalisés sur ces mêmes éprouvettes. Des essais caractéristiques du comportement mécanique, résistance en compression, module Young, célérité d'onde ultrasonore, ou des indicateurs plus axés sur la durabilité, comme la résistivité électrique, la porosité à l'eau, ou, comme illustré sur la photo, des essais de lixiviation accélérée au nitrate d'ammonium, au cours duquel j'ai perdu plusieurs années d'espérance de vie sans doute. Une fois qu'on a toutes ces données, il est possible de mener ce que l'on appelle une analyse en composantes principales, qui consiste dans un premier temps à construire une matrice des corrélations entre les variables, donc les corrélations calculées 2 à 2 entre les variables étudiées, sur la base des données acquises expérimentalement sur toutes les éprouvettes dont on disposait. Cette matrice de corrélation, on va pouvoir la diagonaliser, donc déterminer ses espaces propres avec des vecteurs propres qui sont en réalité comme de nouvelles variables définies à partir des anciennes, mais qui sont plus pertinentes pour décrire la variabilité du système. Et on aura aussi des valeurs propres associées qui vont en fait me donner l'importance justement ou la pertinence des nouvelles variables que sont les vecteurs propres. Illustration ici sur les valeurs propres obtenues sur la base de données de la variabilité des données d'Applet, où on voit que la première composante principale a une valeur propre très importante, de hauteur de 55%, ce qui veut dire grosso modo que 55% de la variabilité du système est expliquée par cette première nouvelle variable. Les autres variables ont des valeurs associées beaucoup plus faibles et donc sont d'un intérêt, d'une représentativité beaucoup moins importante. Si l'on regarde maintenant ce que sont les anciennes variables dans un plan défini par les nouvelles variables, on voit où elles se situent et en particulier, on peut observer quelles sont les anciennes variables qui, projetées sur l'axe des nouvelles variables, ont des composantes importantes. Ce que l'on observe ici, c'est qu'on retrouve d'un côté la porosité et la tortuosité qui sont des indicateurs du comportement chimique du matériau, notamment relatifs aux essais de lixiviation, et qui apparaissent de concert, et elles sont associées à des grandeurs plutôt mécaniques, comme la résistance en compression ou le module de Young. Là encore,
il est intéressant de garder en tête la cohérence physique de ces résultats. Des bétons qui vont avoir des propriétés mécaniques élevées vont être plutôt des bétons compacts, et cette compacité, elle va se retrouver du fait que leur durabilité va être, elle aussi, accentuée par cette forte compacité. Et donc c'est à travers ce type de méthode qu'on peut identifier des corrélations entre les variables, notamment le fait que les indicateurs mécaniques vont être corrélés aux indicateurs de durabilité. Sur un cas comme celui-ci, on retrouve un comportement physique que l'on connaissait déjà, sans forcément pouvoir discriminer beaucoup de variables, à l'exception de la résistance en traction ou de la célérité des ondes à ultrasons, comme illustré sur cette figure. Un autre intérêt de l'analyse en composantes principales est d'éventuellement identifier une population spécifique qui n'aurait pas été identifier autrement sur l'observation des valeurs physiques de départ élémentaires. Ce qui est représenté ici, c'est qu'on voit assez clairement dissocier l'ensemble de la population d'un côté, et de l'autre côté, 8 spécimens qui sont clairement dissociés du reste de la population. Et effectivement, il s'agit de 8 éprouvettes pour lesquelles les conditions de conservation en eau saturée en chaux avaient été différentes, 6 mois plus courtes que pour les autres populations, donc 12 mois, 18 mois selon les cas. Et effectivement, étant donné la composition du matériau, ces 6 mois de différence de conservation ont pu avoir un effet significatif sur l'état de la microstructure du matériau. Une autre méthode pourrait être envisagée lorsqu'on dispose de suffisamment de données, que je vais illustrer ici sur un problème couplé, donc avec des données ici qui ont été simulées numériquement. Le problème envisagé, c'est un couplage entre du fluage, donc une application ici en compression appliquée à long terme, couplé à de la lixiviation, une dégradation chimique qui va faire qu'une partie du matériau ne va pas être capable de reprendre la charge mécanique, et tout cela qui va me permettre d'évaluer, de quantifier un endommagement. Ici, une illustration du comportement déterministe obtenu, où on a un endommagement chimique qui augmente au cours du temps en noir, un endommagement mécanique dans lequel on retrouve des phases de fluage primaire, secondaire et tertiaire jusqu'à rupture, et un endommagement total qui est le couplage de ces endommagements mécaniques et chimiques. Des simulations de Monte-Carlo, donc des tirages répétés avec différentes données de valeur d'entrée pour estimer les valeurs de sortie correspondantes, en l'occurrence ici les durées de vie, permettent d'établir une distribution des durées de vie sur lesquelles on peut caler une loi de distribution, en l'occurrence ici une log normale, qui permet d'établir une espérance et de définir des fractiles, donc le pourcentage de cas avec une durée de vie inférieure à... Enfin, on définit la durée de vie pour avoir 1% de la population avec les durées de vie les plus courtes, 5%, etc. Ces fractiles, à quoi ils me servent? Ils me servent à classer les données. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les spécimens réalisés numériquement, je vais en identifier qui ont des valeurs de vie très courtes, le premier pourcent, dont je vais estimer que ce sont des cas pathologiques. Entre 1 et 5%, je vais les identifier en classe bof pathologique. Et puis au-delà, des configurations que je vais considérer comme n'étant pas problématiques pour moi. Et c'est là que je mets en œuvre une méthode qui va me permettre de hiérarchiser mes variables, c'est qu'une fois que j'ai réalisé cette classification, je peux construire un arbre de décision. Alors, les valeurs ici ne sont pas tellement importantes, ce qui compte, c'est de voir la façon dont c'est organisé. Chaque embranchement de cet arbre est en fait un seuil sur un des paramètres d'entrée, une des grandeurs physiques représentatives des éprouvettes. Et selon qu'on est au-dessus ou au-delà de ce seuil, on va aller vers l'un côté ou l'autre de cet embranchement. Et à la fin des embranchements, donc qui sont une succession de critères sur les paramètres, on arrive aux feuilles qui sont en fait les classes qu'on aura identifiées, très pathologiques, modérément pathologiques ou pas pathologiques. L'intérêt de ces arbres de décision, c'est qu'on peut faire, comme avec les arbres de son jardin, ce que l'on appelle un élagage, c'est-à-dire qu'on va venir remplacer une branche par une classe dominante. Alors on perd en pertinence, mais on gagne en lecture, en facilité de lecture de l'arbre, jusqu'à arriver à une succession de critères simples, donc ce qui apparaît ici. Et cette succession me permet de classer à peu près les données dont je dispose. Et là,
j'ai identifié les variables qui étaient les plus influentes sur la distribution de mes sorties. Et donc je retrouve quelque chose qui est physiquement cohérent avec le module Young et le coefficient de Poisson, des paramètres caractéristiques du comportement élastique, un paramètre qui va piloter l'endommagement selon la loi de Mazar, et un paramètre de tortuosité des pores qui est celui qui va piloter la durabilité chimique de mes matériaux. Enfin, dernière question que l'on peut se poser, lorsque je ne dispose pas d'une base de données, mais d'un modèle, et que je vais faire des simulations numériques dédiées à l'analyse de sensibilité. Il existe plein de méthodes, je vais en proposer une qui est simple et facile à mettre en œuvre, la méthode de Morris. C'est une méthode de criblage qui consiste à faire ce que l'on appelle des trajectoires. Qu'est-ce qu'une trajectoire? C'est une série de calculs dans laquelle chaque paramètre d'entrée est modifié une seule fois. Ce qui veut dire qu'une trajectoire me permet de calculer un effet élémentaire d'une variation du paramètre d'entrée sur la sortie du modèle. Lorsque je fais plusieurs trajectoires, entre deux trajectoires, le point de départ de la trajectoire a changé, ainsi que l'ordre dans lequel les paramètres vont évoluer, et le sens dans lequel cette évolution va avoir lieu. Et donc, en faisant plusieurs trajectoires, je vais représenter un petit peu tout mon espace de travail. Et je vais pouvoir calculer une moyenne et un écart type des effets élémentaires. Je peux donc représenter mes paramètres dans un espace défini en abscisse par la moyenne des écarts types, en ordonnée par les écarts types. Illustration ici avec le code modèle FIB pour la pénétration des chlorures, où on voit plusieurs familles de paramètres proches de l'origine, moyenne et écart type des effets élémentaires qui sont faibles, des effets qu'on va qualifier de négligeables. Ce sont les paramètres dont on va pouvoir s'abstenir de considérer la variabilité. En bleu, ici, on a un paramètre qui a une moyenne élevée, un écart type faible. C'est ce qu'on appelle un effet quasi linéaire. Effectivement, le paramètre en question, c'est la concentration de chlorure dans l'environnement extérieur, et si vous vous reportez à la formulation du code modèle FIB sur la pénétration des chlorures, vous verrez qu'effectivement, le modèle a une expression quasiment linéaire par rapport à cette variable. Et enfin, dans l'ellipse orange, tous les paramètres qui ont à la fois une moyenne et un écart type des effets élémentaires élevés, et qui sont les paramètres dont on ne pourra pas se passer de considérer la variabilité. À noter qu'il est possible de mener cette méthode, cette analyse de sensibilité, à différentes échéances dans la durée de vie d'un ouvrage. Illustration ici avec une autre problématique qui est la fissuration du béton d'enrobage sous l'effet du gonflement des produits de corrosion. Et on voit à ces différentes échéances de temps que les paramètres n'ont pas forcément la même influence au jeune âge ou à long terme. En particulier, sur les premières échéances sur lesquelles la corrosion n'est pas encore avancée, ce sont plutôt les paramètres d'environnement extérieur climatique qui vont avoir beaucoup d'importance, puisqu'effectivement, selon qu'on sera en environnement plus ou moins humide, on va initier plus ou moins rapidement la corrosion. Et puis, ces paramètres s'effacent au profit de paramètres qui vont justement décrire la croissance des produits de corrosion et des paramètres de comportement mécanique du béton d'enrobage jusqu'à sa fissuration. En guise de conclusion, cette présentation avait pour but de poser des questions sur qu'est-ce que la variabilité, comment la caractériser, et vous montrer des exemples de méthodes que l'on peut mettre en œuvre lorsqu'on veut faire le tri dans les paramètres dont on doit ou non considérer la variabilité. Cette présentation appelle des approfondissements qui seront abordés dans les autres points de cette série de captation vidéo, notamment sur des méthodes pour prendre en compte cette variabilité dans la détermination de la fiabilité des ouvrages et des probabilités de durée de vie, qui sont les approches fiabilistes. Et puis, d'autres problématiques sont à adresser, comme par exemple, comment renseigner correctement ces variabilités des données d'entrée, notamment à travers des essais non destructifs, et comment intégrer ces problématiques au processus de décision quant aux stratégies de maintenance des ouvrages. Je vous remercie de votre attention.